Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la première partie de la section S03, donc qui s'appelle la section S03A. Je vais enlever la webcam. Ok. Donc, je vais aller directement là, à la section S3. Donc, c'est le chapitre 1, en fait, du livre de Astronomie et Astrophysique, qui s'appelle Le système du monde. Okay? Puis ça, le but, c'est de faire comprendre un petit peu comment l'humanité a fait pour finalement comprendre là, un petit peu comment ça fonctionnait le système solaire. Donc, comment les planètes tournaient, autour de quoi elles tournaient, qu'est-ce qui était au centre, euh, la forme de la planète Terre, est-ce qu'elle était plate, est-ce qu'elle était sphérique, c'est plein de petits éléments comme ça qui sont arrivés dans l'histoire, ok? Puis comment un peu les découvertes ont été faites. Vous allez voir que on n'a pas tout de suite connu la vraie connaissance, on n'a pas tout de suite eu accès à la vraie connaissance comme on l'a aujourd'hui. Ça a passé par des théories, puis des fois il y avait des théories qui ont été pas tout à fait correctes au début, qui ont été comme discutées, puis pour ensuite être corrigées, puis améliorées. Donc c'est un peu ça l'idée qu'on veut voir aujourd'hui, c'est un peu comment là, les idées ont évolué hein, pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, là, que le Soleil est au centre avec la Terre qui tourne autour, ainsi que les autres planètes, et ainsi de suite. Fait que dans l'histoire de l'astronomie, euh, comment ça a commencé tout ça, là, tu sais, la compréhension là, comme du système solaire, puis comment les planètes se déplaçaient. Ça a commencé avec l'étude, ben, pas vraiment l'étude, mais au début, c'est vraiment juste l'observation de 7 objets un peu bizarres, là, un peu mystérieux, qui s'appelaient les 7 astres errants. Donc, c'est important de savoir c'est quoi un astre errant, puis être capable de les nommer aussi, il y en a 7. Okay? Donc, un astre errant, il faut savoir que c'est un objet qu'on peut observer dans le ciel et qui avait la propriété qu'il ne se déplaçait pas en même temps que toutes les autres étoiles, que les gens appelaient la sphère céleste. Okay? Là, on remonte à quand même très très loin dans l'histoire de l'humanité. Là, les gens, quand ils regardaient dans le ciel la nuit, évidemment, ils voyaient des étoiles, ils voyaient des petits points blancs comme ça, et ils comprenaient pas trop c'était quoi. Okay, il y avait plein de théories là pour essayer d'expliquer c'est quoi. Il y a des gens qui pensaient que c'était comme des espèces de petits diamants ou de petits cristaux là, qui étaient comme un peu incrustés dans une espèce de sphère céleste. Là. Donc il y a des gens pendant un certain temps qui pensaient qu'il y avait une espèce de sphère noire là, qui nous encerclait, puis qu'il y avait des petites lumières, des petits diamants là, dessus. Mais toujours est-il que ça restait, ça faisait en sorte que quand on était sur la planète Terre puis qu'on regardait ces étoiles-là dans le ciel, on voyait toutes les étoiles qui bougeaient en bloc de la même façon, un peu comme on l'avait vu là dans la section S02, on appelle ça la rotation diurne là, de la Terre. Mais c'est ça, fait qu'il y avait des centaines d'étoiles, et même des milliers d'étoiles là, qui tournaient toutes de la même façon, comme toutes en un seul morceau, en un seul bloc. Mais parmi ces étoiles-là, il y avait 7 astres errants, donc 7 objets qui se déplaçaient dans la sphère céleste, mais qui se déplaçaient pas au même rythme que toutes les autres étoiles, que tous les autres petits points blancs. Okay. Donc les gens ont trouvé ça justement un peu mystérieux. Ils se sont demandé pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont de bizarre ces 7 astres errants-là. Fait que ça a comme suscité un peu la curiosité des gens. Puis les gens se sont mis à plus les observer, puis à essayer de noter leur déplacement. Okay. Donc il y en a 7 astres errants qu'on peut peut-être le nommer. Ben, le premier astre errant, c'est le Soleil. Donc le Soleil, évidemment, c'est un objet qui est dans le ciel, qui est visible, qui se déplace pas au même rythme que les autres étoiles. Okay. Deuxièmement, ben, il y a la Lune. La Lune aussi, c'est la même chose. À part de ça, qu'est-ce qu'il y a? Okay, j'ai dit qu'il y en a 7. Fait qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Les autres astres errants, c'est les planètes du système solaire. Donc on a par exemple la planète Mercure, qu'on peut voir dans le ciel. Hein. Quand on la regarde dans le ciel, la nuit, Mercure, ça semble un point lumineux, un peu comme une étoile, mais ça se déplace. Hein. Ça se déplace à un rythme différent des autres étoiles. Il y a la planète Vénus aussi, qui est un astre errant. La Terre, non, parce qu'on peut pas se voir nous-mêmes. On voit les autres planètes. Donc il y a la planète Mars aussi, qui est un astre errant. Il y a la planète Jupiter. Il y a la planète Saturne également. Okay. Ça arrête là. Fait que pourquoi ça arrête ici? C'est pourquoi que, par exemple, je sais pas, là, mettons, on aurait-tu pu avoir un 8e astre errant qui est Neptune, par exemple? T'sais, parce qu'on se dit Neptune, c'est une autre planète. Okay? Pourquoi que Neptune n'était pas un astre errant, mais que Saturne en était un? En fait, c'est que les astres errants, c'est quelque chose d'un peu particulier, puis ça va vous faire prendre conscience en même temps que ça remonte vraiment à loin. Là. Des astres errants, c'était quelque chose là, qui était visible à l'œil nu. Okay? Donc, c'est
quelque chose que tous les gens pouvaient observer. Fait que pas besoin d'avoir de télescope, pas besoin d'avoir d'appareil particulier pour les observer, juste en regardant, là, en levant les yeux au ciel la nuit, on est capable de voir ces 7 astres errants-là. Fait que Neptune, c'en est pas un, il y en a vraiment juste 7. Okay. La planète Neptune, c'est juste que quand on regarde à l'œil nu, on ne la voit pas, ok, parce qu'elle est comme trop loin, puis quand on réfléchit à la lumière du soleil, c'est pas assez brillant quand ça arrive dans nos yeux. Fait qu'à l'œil nu, on peut jamais voir Neptune. Ça prend nécessairement des télescopes ou des appareils là, pour la détecter. Donc, fait que c'est un peu ça l'idée. Fait qu'il y avait 7 astres errants comme ça que les gens avaient découvert, avaient observé. Puis c'est sûr que ça suscitait beaucoup de curiosité et d'intérêt parce que les gens trouvaient ça bizarre. Ils disaient pourquoi ces 7 points-là font pas comme les milliers d'autres points qu'on voit là, dans le ciel puis qui se déplacent à des vitesses différentes. Okay. Et là, après ça, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont commencé à remarquer que les astres errants, en tout cas certains astres errants, les deux premiers du moins, là, le Soleil et la Lune, ben, avaient une influence quand même assez grande et quand même assez importante, disons, là, pour la vie sur la Terre. Okay. Ben, le Soleil, c'est bien sûr que ça a une très grande influence. Les gens avaient remarqué que, bon, évidemment, quand le Soleil est dans le ciel, c'est le jour. Quand le Soleil n'est pas dans le ciel, c'est la nuit. Fait que ça influence beaucoup, évidemment, là, ce qui se passe sur la planète Terre. Il y avait les saisons aussi qui étaient reliées au Soleil. Fait que, bon, ça c'était évident. Puis pour la Lune aussi, ça c'était un petit peu moins évident pour nous. Mais la Lune est en lien aussi avec les marées. On va en reparler un peu plus vers la fin de la session, là, ce qui fait en sorte que sur la planète Terre, il y a des marées, là, avec les océans, marée haute, marée basse. C'est vraiment la Lune qui est reliée à ça. Il y a aussi plusieurs cycles là, dans la nature qui sont reliés un petit peu là, au cycle des lunes. Okay. Certains phénomènes là, comme des trucs avec les animaux, des périodes de chasse, d'accouplement ou des choses comme ça. Fait qu'en tout cas, c'était comme assez clair que le Soleil et la Lune avaient une assez grande influence pour la vie sur la planète Terre. Et là, les gens se sont dit, ben si le Soleil et la Lune ont une grande influence, probablement que les autres astres errants aussi ont une grande influence là, sur ce qui se passe là, sur la planète Terre. Okay. Et cette croyance-là, ça a donné naissance là, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrologie. Okay. Oups. Donc l'astrologie, c'est pas quelque chose là qui est oups. C'est pas quelque chose qui a de fondement scientifique. Hein. C'est vraiment juste c'est n'importe quoi. Là. C'est complètement inventé. Okay. Mais ça vient quand même du fait que il y a une espèce d'engouement, si vous voulez, là, pour la position des astres errants dans le ciel. Puis les gens étaient comme convaincus que la position des astres errants allait avoir une certaine influence quelconque là, pour la vie sur la planète Terre. Okay. Il y avait même plein comme des mythes ou des mystères là, qui entouraient ça un petit peu. Par exemple, là, la planète Mars, ben quand on la regarde à l'œil nu, elle est un petit peu plus rouge que les autres. Puis c'est un point qui est un petit peu plus rouge dans le ciel. Puis là, il y a des gens qui disent mais c'est parce que Mars, c'est comme ça représente le dieu de la guerre, puis le rouge, c'est comme la couleur du sang, puis de la violence. Évidemment, ça n'a pas rapport. Là. Le Mars, pourquoi on la voit un peu rougeâtre dans le ciel quand on la regarde, c'est juste que la surface de la planète Mars, ça contient beaucoup d'oxyde de fer, donc de la rouille. Puis c'est vrai que quand on la regarde, ben la rouille, ça a une couleur un peu plus, justement, là, un peu rougeâtre comme ça. Fait que quand on la regarde là, à l'œil nu, c'est un point qui nous apparaît un petit peu plus rouge que les autres. Okay? Mais je veux dire, il y a une explication scientifique à tout ça. Fait qu'il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est pas les gens à l'époque pensaient que les planètes, les astres errants, c'était comme des dieux ou des manifestations divines de forces supérieures qui agissaient dans le cosmos ou des choses comme ça. Mais évidemment, bon, ça n'a pas rapport. Là, aujourd'hui, on comprend tout ça. Là, tout est une explication scientifique. Okay. Mais en tout cas, ce qui est quand même intéressant, c'est que même si l'horoscope, ça n'a pas rapport, c'est vraiment juste inventé comme ça de toute pièce, là, ce qui est quand même arrivé, c'est que les gens à l'époque le savaient pas. Puis comme les gens étaient convaincus que les astres errants avaient une certaine influence puis c'était comme important pour la vie sur la planète Terre, c'est que ça a quand même développer, si on veut, l'intérêt à observer ces astres-là dans le ciel. Par exemple, on peut imaginer qu'il y avait des grands rois ou des seigneurs, ou en tout cas des gens qui étaient assez influents, qui voulaient, par exemple, savoir là, comment étaient placés les astres errants à l'époque où ils sont nés, parce que ça allait leur indiquer quelles décisions ils devraient faire dans leur vie. Ou tu sais, les gens se basaient là-dessus. Si, mettons, ils disaient, est-ce qu'on va aller, mettons, quand il y avait des guerres, ils vont dire, est-ce qu'on va aller attaquer tel peuple, est-ce qu'on va les attaquer maintenant ou juste dans un mois? Ben là, on va demander aux astres errants qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis là, il faut savoir, ah oui, ok, là,
mais mettons la semaine prochaine, Mars va être dans telle constellation, puis là, si on va attaquer nos ennemis à ce moment-là, ben là, Mars va nous envoyer de l'énergie parce que c'est le dieu de la guerre, puis on va remporter la bataille ou des choses comme ça. Fait que c'était plein de croyances comme pas rapport, là, mais ça, en tout cas, ça a quand même fait en sorte que les gens se sont intéressés beaucoup aux positions des astéroïdes dans le ciel, même si c'était pour des mauvaises raisons, mais en tout cas, ça a quand même fait en sorte que les gens se sont intéressés à ça, puis ont pris ça au sérieux, puis se sont mis à observer très sérieusement pour être capable de voir s'il y avait des trucs qui se répétaient, est-ce qu'il y avait une certaine régularité, une certaine périodicité, est-ce qu'on pouvait prévoir ou calculer la position des astéroïdes dans le ciel. Donc, un des premiers peuples qui a vraiment fait ça comme il faut, là, de manière assez scientifique puis assez bien organisée et systématique, ce sont les Mésopotamiens. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment observé tous les astéroïdes dans le ciel. Okay? Et ils essayaient de noter le plus précisément possible leur position en fonction du temps, puis essayer de voir s'ils étaient capables de faire ressortir quelque chose de ça, puis trouver des espèces de patterns là, ou des trucs qui se répétaient pour éventuellement être capable de prédire leur position. Okay? C'est sûr qu'à l'époque, c'était pas évident, parce qu'il n'y avait pas de télescope comme nous on a aujourd'hui, donc il n'y avait pas d'instruments très sophistiqués, mais ce qu'on a quand même été capable de faire, c'est que, ben, quand ils regardaient les petits points dans le ciel, il n'y avait aucune idée il y avait aucune façon de savoir là, si les points étaient proches de nous ou loin de nous. Donc, ils connaissaient pas non plus la vraie taille des objets. Fait qu'ils savaient pas là, que les planètes c'est des sphères, puis ils connaissaient peut-être pas capable de calculer, mettons, le rayon des planètes, ces affaires-là. La chose qu'ils étaient capables de mesurer, par contre, c'était l'angle. Okay? C'est les angles que les astres errants formaient entre eux. Et ils ont utilisé le soleil, parce que le soleil comme point de référence, parce que le soleil, évidemment, il est très brillant, il est facilement repérable dans le ciel, et ainsi de suite. Donc, ce qu'ils ont fait, les Mésopotamiens, c'est qu'ils ont mesuré l'angle qu'il y avait entre deux lignes de visée. Une première ligne de visée qui partait de la Terre, puis qui allait en ligne droite, jusque vers le soleil. Donc ça, c'était comme la ligne de référence, si vous voulez. Et ensuite de ça, ils regardaient une deuxième ligne qui partait de la Terre, puis qui se dirigeait jusque à l'astréran qui nous intéressait, okay, à l'astréran qu'on voulait observer. Puis qu'il y en avait 7, ben, il y avait 7 astrérans. Puis on notait l'angle qu'il y avait entre ces deux lignes-là. Okay. Et ce que les Mésopotamiens ont fait, c'est que, ben c'est ça, ils regardaient au fur à chaque jour, là, ils regardaient, ok, bon, là, ce soir, on voit que, tu sais, mettons, Mercure est rendu à cet endroit-là. Ah, ben, la ligne Terre-Soleil et Terre-Mercure, ça forme un angle de, mettons, 10 degrés. Puis, le lendemain, ils disaient, ah, ben là, l'angle, c'est, mettons, 11 degrés. Puis là, ils notaient ça comme ça. Okay. Fait que les angles pouvaient prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 180 degrés. Et il y avait quelques configurations, quelques angles bien précis qui sont ces angles-là ici, les angles un peu remarquables, 0 degré, 90 degrés, 180 degrés. Et, quand ça arrivait, ces angles-là, ben les Mésopotamiens avaient donné des noms, appelaient ça soit la conjonction, la quadrature ou l'opposition. C'est des espèces de configurations un peu particulières là, qui survenaient une fois de temps en temps. Donc, par exemple, je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais juste changer la couleur là, de mon... Je vais mettre ça noir pour qu'on puisse voir. Okay. Donc, par exemple, si je vous montre ça comme système, okay, fait qu'on a le Soleil, on a Mercure qui est pas sur ce dessin-là, mais qui va être là dans quelques instants. En bleu, on imagine que c'est la Terre. En rouge, on imagine que c'est Mars. Okay. Fait que si, on a ça comme ça. Si la planète Terre est placée là, le Soleil est là, puis Mars est là, si on voulait donner le nom de la configuration qui correspond à ça, on dirait quoi? On dirait que Mars se trouve dans laquelle de ces trois configurations-là? Est-il en conjonction, en quadrature ou en opposition? Ben, il suffit de regarder les angles. Fait que ce qu'on fait, c'est que on part de la Terre, on trace deux lignes. On trace une première ligne qui va de la Terre vers le Soleil et une deuxième ligne qui va de la Terre jusqu'à l'astréhan qu'on est en train d'observer. On est en train d'observer la planète Mars en ce moment. Et si on regarde c'est quoi l'angle qu'il y a entre ces deux lignes-là, mais quand vous avez deux lignes qui pointent dans deux directions différentes, l'angle entre les deux c'est 180 degrés. Et quand on a un angle de 180 degrés, ça correspond à la configuration qui s'appelle l'opposition. Fait qu'en ce moment, on dirait que Mars se trouve en opposition. Okay. Et on peut repérer comme ça différentes configurations. Comme ici, là, si on trace la ligne Terre-Soleil, puis la ligne Terre-Mars, ben les deux lignes pointent vers la gauche. Donc l'angle entre les deux lignes, c'est 0. Hein. Quand vous avez deux vecteurs qui pointent dans la même direction, l'angle c'est 0 degré. Et 0 degré, ça porte un nom. Ça s'appelait la conjonction. Fait que ça, on dirait que Mars se trouve en conjonction, par exemple. Okay. Et on pourrait continuer comme ça. Si on met Mars comme ça, Mars se trouve dans quelle configuration? Faut faire attention. Des fois, il y a des gens qui disent en quadrature parce que ça forme un angle de 90 degrés. Faut faire attention.
Ici, Mars n'est pas en quadrature. Okay, l'angle de 90 degrés que peut-être certains ont vu, là, ça, ce serait l'angle qu'il y a entre la ligne Soleil-Terre et la ligne Soleil-Mars. Là, c'est vrai qu'il y aurait un angle de 90 degrés ici, mais les configurations des Mésopotamiens, c'est pas ça. Okay. La configuration des Mésopotamiens, rappelez-vous, là, c'est pas une ligne qui va Soleil-Terre et Soleil-Astréran. C'est une ligne qui va les lignes partent tout le temps de la Terre. C'est une ligne qui va de la Terre jusqu'au Soleil et ensuite de la Terre jusqu'à l'Astréran qui nous intéresse. L'angle entre les deux, ce serait ça ici. Donc là, cet angle-là, c'est pas 0 degré, c'est pas 90 degrés, c'est pas 180 degrés. Donc, c'est un certain angle que les Mésopotamiens étaient capables d'observer, mais c'est juste que cette configuration-là, ça porte pas de nom particulier, c'est pas une conjonction, c'est pas une opposition, c'est pas une quadrature, c'est juste une configuration quelconque qui porte pas de nom. Okay. Maintenant, si on voulait que vraiment Mars soit en quadrature, où est-ce qu'il faudrait la placer? Okay. Ben, vous allez voir que des fois, il y a plusieurs possibilités. Donc, si on veut que Mars soit en quadrature, il faut que l'angle entre la ligne Terre-Soleil et Terre-Mars soit égal à 90 degrés. Donc, si on trace notre ligne là, Terre-Soleil, puis que là, on veut se tracer une deuxième ligne Terre-Mars, de manière à ce que l'angle entre les deux lignes soit égal à 90 degrés, bon, on voit assez facilement qu'il y a deux possibilités. Hein. Soit que Mars pourrait être ici ou ici, parce que si elle était par en haut, ben effectivement, ça ferait un angle de 90 degrés ici, mais si Mars était en bas, ben ça ferait aussi un angle de 90 degrés là, entre la ligne Terre-Soleil et Terre-Mars. Okay? Donc, des fois, il peut y avoir plusieurs possibilités qui vont correspondre à une sorte de configuration. Okay. À cause des symétries ou en tout cas des choses comme ça. Fait que je vais juste vous montrer ça. Là, on en a fait une coupe avec Mars. Allons-y avec Mercure. Donc, si Mercure est placé là, on dirait que Mercure se trouve dans quelle configuration? Ça, ce serait la conjonction, parce que la ligne Terre-Soleil et Terre-Mercure forment un angle de 0 degré. Fait que si c'est comme ça, on dirait que Mercure est en conjonction. Et si c'est comme ça, ben, si on y réfléchit un peu, on va voir que Mercure serait encore en conjonction. Parce que encore ici, là, si on trace la ligne là, Terre-Soleil puis Terre-Mercure, ça fait deux lignes qui pointent vers la gauche. L'angle c'est 0 degré, donc c'est en conjonction. Fait qu'encore, vous voyez que Mercure soit placé là ou placé là, on va dire qu'elle est en conjonction. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois, il peut y avoir plusieurs positions possibles là, qui vont porter le même nom, la même configuration. Okay. Okay, puis si on fait juste une espèce de révision pour tout comprendre d'un seul coup. Donc si j'aligne les trois planètes comme ça, puis je vous dis là, Mars est dans quelle configuration, Mercure est dans quelle configuration, ben là ici, si on se trace, mettons pour Mars, on verrait que Mars est en opposition, hein, parce que Terre-Soleil, Terre-Mars, ça fait 180 degrés, puis au même moment, Terre-Soleil, Terre-Mercure, ça forme 0 degré. Fait que ici, on dirait que Mars est en opposition, Mercure est en conjonction. Okay. Si je vous montre ça comme ça, Mars serait comment? Ici, c'est Mars en quadrature, parce que si on fait une ligne Terre-Soleil et une ligne Terre-Mars, on voit que l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. Donc là, Mars serait en quadrature, et Mercure, elle serait en conjonction, parce que la ligne Terre-Soleil et Terre-Mercure forment 0 degré. Okay. Donc, en tout cas, c'est bon d'être capable de reconnaître ces configurations-là. Okay. Puis aussi, mettons que je vous pose ça comme question, là. Mettons que je dis la Terre est placée là. Okay. Où devrait-on placer Mercure sur son orbite autour du Soleil pour que la planète Mercure soit en quadrature? Ben, si on y réfléchit, vous allez voir que c'est impossible. Il n'y a aucun endroit là, où on peut placer Mercure sur son orbite ici pour qu'elle soit en quadrature. Donc la ligne Terre-Soleil, Terre-Mercure ne va jamais former un angle de 90 degrés. C'est impossible. Okay. Et même chose, si je vous demandais où placer Mercure pour qu'elle soit en opposition. Encore une fois, c'est impossible. L'opposition, c'est quand les deux lignes forment un angle de 180 degrés. Il n'y a aucune façon qu'on peut placer Mercure sur son orbite, aucune position qu'on peut la placer pour que la ligne Terre-Soleil et Terre-Mercure forment un angle de 180 degrés. Okay. Donc, ça, c'est impossible. Donc, les Mésopotamiens avaient remarqué ça. Okay. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Okay. Mais ils avaient remarqué que parmi les astres errants, parmi les 7 astres errants, il y en avait deux. Un peu bizarre, un peu à part des autres, là, Mercure et Vénus. Okay? Mercure et Vénus, ils avaient remarqué qu'ils étaient jamais vus en quadrature. Ils étaient jamais vus en opposition non plus. Okay? Ils comprenaient pas pourquoi. Okay? Mais ils l'ont noté. Ils l'ont pris en note, ils l'ont observé, ils se posaient des questions. Évidemment, ils se demandaient, voyons, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ils sont jamais en quadrature ni en opposition. Bon, ils savaient pas. Okay. Mais par contre, ce qu'ils remarquaient quand même, c'est que Mercure et Vénus atteignaient un angle maximum.
okay, qui ont appelé d'ailleurs, là, ça a un nom un peu spécial, ça s'appelait l'élongation maximale. Donc l'élongation maximale, c'est un angle, c'est un nombre de degrés, par exemple. C'est l'angle maximum qu'on observait là, entre, par exemple, la ligne Terre-Soleil et Terre-Mercure, ou entre la ligne Terre-Soleil et Terre-Vénus. Okay. Fait que ça, comme je disais, les Mésopotamiens ne comprenaient pas pourquoi c'était comme ça. Okay? Mais évidemment, ils comprenaient pas parce qu'il y avait pas la même compréhension du système solaire que nous on a aujourd'hui. C'est sûr qu'une fois qu'on comprend comment ça fonctionne le système solaire, c'est bien évident de comprendre pourquoi Mercure et Vénus n'étaient jamais vus là, en quadrature et en opposition, tout simplement à cause des orbites. Okay? Par exemple, ben c'est ça, si on fait un schéma là, du système solaire, ici évidemment, bon, c'est vraiment pas à l'échelle. Le Soleil, la taille là, du Soleil, de Mercure, de la Terre, de Mars, c'est pas à l'échelle du tout. Okay? La seule chose qui est à l'échelle dans ce schéma-là, c'est les orbites. Okay? Donc ça, par exemple, là, le rayon de ce cercle-là, ce serait comme l'orbite. C'est comme le rayon, ce cercle gris-là, ce serait comme ça représenterait l'orbite de Mercure autour du Soleil. Le deuxième cercle, c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil, puis le troisième cercle, c'est l'orbite de Mars autour du Soleil. Donc la Terre relative des cercles, les uns par rapport aux autres, ça c'est correct. Okay. Donc on voit bien que par exemple Mercure, on dit que c'est une planète qui est intérieure ou une planète qui est inférieure. C'est une planète qui est en orbite plus proche du Soleil que la Terre. Alors que Mars, là, c'est une planète qu'on appelle extérieure ou une planète supérieure. C'est une planète qui est en orbite plus loin du Soleil que la Terre. Okay, le rayon de l'orbite de Mars est plus grand que le rayon de l'orbite de la Terre, c'est ça que ça veut dire. Donc évidemment, ce qui arrive, c'est que si on est sur la planète Terre, nous on tourne autour du Soleil, toutes les autres planètes aussi tournent autour du Soleil, ça on le sait aujourd'hui, mais ça les Mésopotamiens ne le savaient pas. Et si on regarde une planète qui est extérieure comme Mars, okay, puis qu'on trace notre ligne là, Terre-Soleil puis Terre-Mars, on va voir que justement l'angle ici, qui est dessiné, là, qui change en fonction du temps, peut prendre n'importe quelle valeur. Donc des fois il est 0, des fois il est 90 degrés, des fois il est 180, puis ça recommence là, sans arrêt. Donc Mars, elle, il n'y a aucun problème, elle peut être vue là, soit en conjonction, soit en quadrature, soit en opposition. Okay. Par contre, si on va cliquer sur le petit bouton ici, puis qu'on s'intéresse à la planète Mercure, ben là, c'est sûr que si on regarde une planète qui est intérieure, donc une planète qui est en orbite autour du Soleil, mais avec un rayon d'orbite plus petit que le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil, ben on le voit super bien sur le schéma, c'est bien évident que l'angle qui est ici, l'angle entre la ligne Terre-Soleil puis Terre-Mercure, ça va jamais devenir très très grand cet angle-là. Okay. Ça deviendra jamais 90 degrés, puis ça deviendra encore bien moins 180 degrés. Okay. Fait que c'est pour ça que Mercure et Vénus, je l'ai pas représenté ici parce que ça aurait peut-être fait un peu trop de stock, là, mais Vénus aussi c'est une planète qui est un rayon d'orbite plus petit que le rayon d'orbite de la Terre. Donc Mercure et Vénus, c'est les deux seules planètes qui sont plus proches du Soleil que la Terre, et c'est pour ça que ces deux planètes-là n'étaient jamais vues ni en quadrature ni en opposition. Okay. Mais par contre, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle une élongation maximale. Donc, dans ma simulation, comme c'est vraiment à l'échelle, l'orbite des planètes, donc l'élongation maximale qu'on trouve, c'est la vraie. Okay? Donc, si on y va vraiment étape par étape, là, en fait, si on le fait jouer, puis on regarde ici l'angle, on voit que l'angle, tu sais, ça, il augmente, puis hop, à un moment donné, il diminue, puis vite comme ça, on voit que c'est à peu près 22 degrés, là, le maximum. Si on y va vraiment tranquillement, là, étape par étape, 22.3, 22.6, 22.7, 22.8... Puis si on continue, ça redescend. 22.7, 22... Ça fait que l'angle maximum, c'est 22.8 degrés. Ici, je vais juste là. Fait que ça, si l'angle augmente, là, on voit encore le 21, 22.1, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8. Puis là, ça redescend. Okay, donc, on pourrait dire que l'élongation maximale de Mercure, c'est égal à 22.8 degrés. Donc ça, les Mésopotamiens l'avaient déterminé, l'avaient mesuré. Ils regardaient l'angle à chaque soir, là, continuellement. Puis il disait, bon, ben, Mercure, on sait pas pourquoi. Elle va jamais en quadrature, mais par contre, l'angle maximal qu'elle forme avec le Soleil, c'est 22.8 degrés. Okay. Fait qu'il avait trouvé c'était quoi l'angle d'élongation maximale pour Mercure. Il avait trouvé aussi c'était quoi l'angle d'élongation maximale pour Vénus. Puis comme je disais, ils comprenaient pas trop pourquoi. C'était comme ça. C'était bien. Eux-mêmes trouvaient ça bien mystérieux. Mais voilà, c'était comme ça. Ils l'avaient noté, mais ils savaient pas trop pourquoi. Okay. Ça, mais maintenant que nous on comprend la raison de ça, on peut s'en servir pour trouver en fait le rayon de l'orbite des planètes qui ont un angle d'élongation maximale. Okay? Mais avant de faire ça,
comme tel, je vais faire un petit exercice avec vous qui est relié à ça pour être sûr que vous comprenez c'est quoi l'angle d'élongation maximale, mais aussi qu'est-ce que ça implique là, sur un schéma. Okay. Donc, c'est un exercice qui est pas un exercice qui est dans le livre, c'est un exercice supplémentaire là, qui est disponible sur mon site web. Donc, ça s'appelle l'exercice section S03. Vous pouvez le télécharger, il est sur mon site web. Okay. C'est une feuille recto verso. Okay. Il y a deux questions, question A, question B, que je vais faire avec vous rapidement. Donc la question A, je vous dis, sachant que le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil est 1 unité astronomique et que le rayon de l'orbite de Vénus autour du Soleil est 0,723 unités astronomiques, calculez l'angle θ max, là, qui correspond à l'angle d'élongation maximale de la planète Vénus vue de la Terre. On suppose que les planètes ont des orbites circulaires autour du Soleil, ce qui n'est pas tout à fait vrai, on le verra dans les prochains cours, mais pour l'instant on suppose que ce sont des cercles parfaits. Okay. Donc je vous ai aidé un petit peu, je vous ai déjà fait un schéma avec le soleil au centre, puis je vous ai tracé deux cercles concentriques là, en pointillés, et un cercle plus petit, un cercle plus gros. Donc le cercle, c'est à l'échelle, fait que le cercle plus petit pourrait avoir un rayon de 0,723 unités astronomiques, donc c'est l'orbite de Vénus autour du soleil, et l'autre cercle c'est 1 unité astronomique. Okay. Qu'est-ce qu'on peut... Dans fond, comment on ferait pour calculer comme ça l'angle d'élongation maximale? Okay. Ben, une des choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut placer déjà la position de la Terre sur son orbite à un certain endroit. Okay. Peu importe. Mettons, on décide de placer la Terre ici, à gauche, sur son orbite. Okay. En fait, je vais peut-être la placer... Oh non, ça va être correct comme ça. Donc, on met la Terre là. Puis on se demande où est-ce qu'on pourrait placer Vénus sur son orbite pour que l'angle entre la ligne Terre-Soleil et Terre-Vénus soit l'angle le plus grand possible. Okay? Quand je pose la question, souvent les étudiants me disent « Ah, mais c'est facile, il faut mettre Vénus soit ici en haut ou ici en bas, ça revient au même, c'est là que l'angle va être le plus grand. Okay? » Ben, intuitivement, c'est ça qu'on aurait tendance à faire. Mais vous allez voir que c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Okay? Parce que si on le met Vénus ici, okay, ce qui arrive, c'est que si on trace notre ligne Terre-Soleil, puis notre ligne Terre-Vénus, okay, ça va ressembler à quelque chose comme ça. On pourrait calculer l'angle ici. Ça se calculerait relativement facilement parce qu'on sait que le rayon de la Terre autour du le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est 1 unité astronomique. Donc comme si on disait que ce côté-là mesure 1. Bon, je vous rappelle, 1 unité astronomique. Et le côté ici, la distance entre le Soleil et Vénus, ça mesure 0,723 unités astronomiques. Okay. Donc on pourrait trouver comme ça la valeur de l'angle θ. Ce serait le arctangente de 0,723 sur 1. Si on calcule ça, ça nous donne un angle qui serait égal à 35,87 degrés. Okay. Mais je vous dis tout de suite, ça c'est pas la bonne réponse. Okay. Parce que c'est pas ici qu'il faut placer Vénus pour que son angle soit, pour que l'angle d'élongation, pour que l'angle soit le plus grand possible. Okay. Donc je sais pas si vous voyez c'est quoi l'erreur, qu'est-ce qui fonctionne pas. Okay? Ben, quand on place Vénus là puis qu'on trace notre ligne, là, on constate un petit peu qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la ligne qu'on a tracée là, ici, c'est une séquente à notre cercle. Là. Si on la poursuivait, là, c'est une ligne qui a croisé le cercle de l'orbite de Vénus autour du Soleil à deux endroits. Ça a croisé le cercle ici et ça a croisé le cercle ici. Okay? Donc c'est pas là que Vénus doit être placée pour que l'angle ici soit le plus grand possible. En fait, ce qui arrive, c'est que l'endroit où il faudrait placer Vénus, là, ce serait placé plus ici. Okay? De manière à ce que quand on va tracer notre ligne, la ligne qui a Terre-Soleil et Terre-Vénus, quand on va tracer la ligne Terre-Vénus, il faudrait que ce soit une tangente. Donc une ligne qui va juste croiser le cercle à un seul endroit et non à deux endroits. Et effectivement, vous remarquez que quand on va regarder l'angle qu'il y a entre cette ligne-là puis cette ligne-là, on le voit tout de suite que ça va faire un angle qui est plus grand que ce qu'on avait déterminé tout à l'heure. Ça va donner un angle qui est plus grand que 35,87 degrés. Okay. Là, je vais juste effacer la mauvaise ligne. Là. Je vais effacer ça, je vais effacer ça, je vais effacer le mauvais angle, ça. C'est ça. Je vais effacer la planète Vénus parce qu'elle n'est pas là. Okay. On sait qu'elle va être placée ici, donc à l'endroit où la ligne qu'on trace, c'est une tangente au cercle, donc qui croise à un seul endroit. Et une fois qu'on a réalisé ça, que c'est vraiment une ligne comme ça qu'il faut tracer, on vient de dire que c'est une tangente. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec une tangente à un cercle? C'est que si on part du centre du cercle et qu'on trace un rayon
au cercle, donc une ligne qui va du soleil jusqu'à cet endroit-là, ben, un rayon d'un cercle et une tangente d'un cercle, ça se croise toujours à 90 degrés. Okay, nécessairement par géométrie. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve à avoir un triangle rectangle. Ça paraît peut-être pas que c'est un triangle rectangle, il a l'air un peu bizarre. L'angle droit, il est ici. C'est pas nécessairement comme ça qu'on est habitué de les voir, mais c'est véritablement un triangle rectangle. Donc, il a peut-être l'air un peu grand. On va le placer, disons, ici, un peu plus petit. Okay. Donc, cet angle-là, c'est véritablement l'angle maximum qu'on appelle aussi l'élongation maximale de la planète Vénus. Okay. Et comment on fait pour l'obtenir, cet angle-là? Bon, il va avec un triangle rectangle. On a un triangle rectangle. On sait que le côté ici mesure 1 unité astronomique. Et là, de la façon que le triangle est fait, c'est que ce côté-là, ça va être l'hypoténuse de notre triangle. Et le côté qui est ici, qui est la distance entre le Soleil et Vénus, on sait que c'est 0.723 unités astronomiques. Okay. Comme ça. Et là, ben, ce qu'on peut faire, c'est que on peut y aller avec notre angle qui est là. Fait qu'on peut dire que le sinus de l'angle, par exemple, on sait que c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, on pourrait dire que le sinus de notre angle élongation maximale, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ça, c'est égal à 0.723 unités astronomiques divisé par notre hypoténuse qui est une unité astronomique. Fait que même si on ne sait pas nécessairement c'est combien de mètres exactement une unité astronomique, c'est pas grave parce que de toute façon, ça s'annule. Donc il nous reste juste que sin de notre angle égale à 0.723 sur 1. Okay. Et donc notre angle, là, ça va être tout simplement égal à l'arc sinus. Arc sinus de 0.723 sur 1, fait juste 0.723, et ça nous donne un angle d'élongation maximale qui est égal à 46.3 degrés quand on le calcule. Okay. Donc vous voyez que ça, je voulais faire cet exemple-là avec vous pour que vous compreniez un petit peu là, que justement lorsqu'on va avoir l'angle d'élongation maximale, c'est quand la planète va être placée là, de manière à former vraiment le plus grand angle possible. Et ça survient quand l'angle ici va être égal à 90. Ça va toujours être le cas. Okay. C'est sûr que les Mésopotamiens ne pouvaient pas faire ça. Parce que les Mésopotamiens n'avaient aucune idée que le Soleil était au centre, que les planètes étaient en orbite autour. Donc c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Okay. Mais ce que je veux vous dire, c'est que un peu plus tard dans l'histoire, quand les gens vont avoir compris ce on va appeler tantôt le modèle de Copernic, là, où ce que le Soleil est au centre et les planètes sont autour, ce que je voulais vous faire réaliser, c'est que la mesure de l'angle de l'élongation maximale permet de trouver le rayon de l'orbite de la planète autour du Soleil. Okay. Ici, c'est pas ça qu'on a fait. Ici, on a fait le contraire. Je vous ai tout de suite donné au départ le rayon des orbites. Okay, je vous dis, sachant le rayon des orbites, calculez-moi l'angle d'élongation maximale. Dans la vraie vie, c'est pas ça qui s'est passé. Dans la vraie vie, c'est un peu l'inverse. Hein. C'est que les Mésopotamiens, comme je disais tout à l'heure, ils ont observé les astres errants et étaient capables de mesurer l'angle d'élongation maximale, même s'ils comprenaient pas pourquoi ils étaient capables de le mesurer. Okay? Et ce qu'on peut faire pour vrai, c'est de faire l'inverse. Si on connaît l'angle d'élongation maximale d'une planète intérieure, comme Vénus ou Mercure, on peut s'en servir pour aller trouver le rayon de son orbite. Okay. On va le faire avec Mercure, par exemple. C'est ça la question numéro B. Tout à l'heure, là, quand on a regardé la simulation, si vous vous en rappelez, on avait dit que l'angle d'élongation maximale de Mercure, l'angle le plus grand qu'on avait ici, c'était 22,8 degrés. Okay, donc ça, dans la vraie vie, c'est exactement ça que les Mésopotamiens ont observé. Donc je le répète ici. Si on observe la planète Mercure, on voit que son angle d'élongation maximale, c'est 22,8 degrés. C'est ça que j'ai écrit là. Ouais, c'est bon. Okay. Fait que même si on ne connaît pas le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil, on va juste l'appeler 1 unité astronomique. Okay? Mais juste avec ça, on va être capable de trouver c'est quoi le rayon de l'orbite de Mercure autour du Soleil. Okay? Donc comment on peut faire ça? On peut se faire un petit schéma. Okay? Fait qu'on a le Soleil qui est au centre. On a le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil qu'on va poser égal à 1. On va dire que ça ici, ça mesure 1 unité astronomique. Donc on pourrait placer notre Terre ici. Okay? Et là, le rayon de l'orbite de Mercure, on ne sait pas vraiment c'est quoi. On sait nécessairement que c'est un rayon qui est plus petit que 1 unité astronomique, hein, parce que c'est pour ça que la planète avait une élongation maximale. Si ça avait été une planète qui a un rayon d'orbite plus grand que la Terre, on n'aurait pas eu d'élongation maximale. On aurait pu l'observer dans toutes les configurations. Okay? Fait que c'est sûr que c'est un cercle qui a un rayon plus petit que la Terre. On sait juste pas encore c'est quoi son rayon. Mais avec le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, on sait que quand c'est l'angle d'élongation maximale, c'est quand la planète est placée de manière là, à ce qu'on ait
un triangle rectangle avec un angle de 90 degrés ici. Donc là, c'est Mercure qui serait là. Okay. Et, je vais écrire ça. Écrire M, là. Okay. Fait que sachant que l'angle ici, notre angle d'élongation maximale vaut 22,8 degrés et que la distance entre la Terre et le Soleil, on suppose que ça vaut 1 unité astronomique. On peut aller trouver là, ce côté-là que je vais appeler R là, parce que c'est le rayon de l'orbite de Mercure. Fait que c'est la même construction géométrique. Okay? C'est juste que ça, c'est vraiment ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que les gens ont observé de manière expérimentale, là, observationnelle, l'angle d'élongation maximale. Et une fois qu'on a ça, on peut aller trouver le rayon qui est ici. Mais c'est la même relation. On peut dire que, par exemple, le sinus de cet angle-là, de l'angle d'élongation maximale, le sinus de 22,8 degrés, va être égal au côté adjacent, au côté opposé, pardon, sur l'hypoténuse. Fait que ça va être égal à R divisé par l'hypoténuse, qui est tout simplement une unité astronomique. Donc la distance R, qui est le rayon de l'orbite de Mercure, ça va être égal à 1 unité astronomique multiplié par le sinus de 22,8 degrés. Et si on calcule ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 0,388 unités astronomiques. Okay, c'est la bonne réponse. Donc le rayon de l'orbite de Mercure autour du Soleil, c'est 0,388 unités astronomiques. Fait qu'effectivement, c'est un chiffre qui est plus petit que 1 unité astronomique, donc tout fonctionne bien. Okay. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer ça en exemple. Fait que ça vous montre que c'est ça, c'est bien beau mesurer là, les angles d'élongation maximale, comme les Mésopotamiens l'ont fait, mais si on n'a pas compris comment les astres se déplacent en orbite autour du Soleil, c'est pas vraiment utile. Mais une fois qu'on a compris que le Soleil est au centre et que les planètes sont autour, ben la simple observation de l'angle d'élongation maximale permet d'aller calculer quand même assez facilement là, le rayon de l'orbite des planètes. Ben, ça marche juste pour les planètes qui sont plus proches du Soleil que la Terre. Les autres planètes, ça marchera pas comme ça. Okay. Il y a d'autres façons qu'on va développer un peu plus tard là, dans les prochains cours. Donc, ça, juste en passant les configurations, là, conjonction, quadrature et opposition, ça marche pour tous les astrérants. La Lune, c'est un des astrérants parmi les 7 astrérants qui existent. Donc, on peut aussi associer à la Lune les différentes configurations. Et la Lune, là, il y a toutes les phases de la Lune, la pleine Lune, demi-Lune, tout ça. Bien évidemment, ça correspond à des configurations. Fait que si on met les deux schémas du livre selon la même orientation, on peut dire par exemple que, je sais pas, là, mettons la pleine Lune survient quand la Lune est en opposition, parce que la Lune, là, Terre-Soleil, puis Terre-Lune, c'est à 180 degrés quand c'est la pleine Lune. Fait que ça, toutes les phases de la Lune surviennent à une certaine configuration là, que les Mésopotamiens avaient observée aussi. Okay. Donc les Mésopotamiens, c'est ça. Fait qu'ils ont fait plusieurs choses. Hein. Comme j'ai dit, ils ont observé ces angles-là, hein, les configurations dont on vient de discuter, là, quadrature, opposition, conjonction. Et ce qu'ils ont remarqué aussi, je vais juste rechanger. Ok. Ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que de manière générale, ou comme on dit ça en première approximation, fait en gros, ce qui se produisait, c'était que tous les astres errants se déplaçaient dans les 12 constellations du zodiaque, toujours dans le même sens, puis environ à vitesse constante. OK? Mais environ, je veux dire, à peu près égal, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait certaines irrégularités, mais en gros, là, le comportement général des astres errants, c'était ça. Mais il y avait quand même deux grands mystères, deux phénomènes vraiment bizarres qui se produisaient, puis les Mésopotamiens ne comprenaient pas pourquoi. Il n'y avait aucune idée pourquoi c'était comme ça, mais on sait qu'ils l'ont observé. Ils l'ont observé, ils l'ont noté, ils ont trouvé ça bizarre, ils ont peut-être essayé de trouver des explications, ils n'ont jamais vraiment réussi, mais en tout cas, ils l'ont juste noté, ils l'ont observé. Okay. Une des choses vraiment bizarres, c'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Okay. C'est qu'il y a certaines planètes qui se déplaçaient comme ça là, dans les 12 constellations du zodiaque, puis une fois de temps en temps, les planètes, ils ralentissaient, ils arrêtaient, ils revenaient comme sur leur pas, puis après ça, ils arrêtaient de nouveau, puis ils continuaient leur route normale, dans le sens normal, à vitesse à peu près constante. Okay? Fait que tout cet épisode-là, pendant que c'est comme en train d'arrêter, puis de revenir sur soi-même, là, en train je sais pas, de backtracker, qu'on pourrait dire en anglais, en train de faire marche arrière, de revenir sur ses pas. Donc ça, tout cet épisode-là, c'est ça qu'on appelle là, le mouvement rétrograde. Okay? Fait que c'est pas nécessairement toutes les planètes qui le faisaient, c'est pas nécessairement toutes les planètes qui le faisaient avec la même intensité. Il y en a qui revenaient juste un petit peu, d'autres revenaient beaucoup. Fait qu'en tout cas, ça, c'était un des phénomènes qui était pas compris, c'était vraiment mystérieux.
Okay. Nous, on comprend aujourd'hui pourquoi c'est comme ça. Évidemment, il y a une explication scientifique à ça. On va le comprendre même dans plus dans la prochaine vidéo, mais en tout cas, on va voir les théories. Puis, ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, le deuxième phénomène, ce que moi j'appelle des fois les deux grands mystères là, observés par les Mésopotamiens, fait que la rétrograde. L'autre, c'est ce qu'on appelle la préférence zodiacale. Qu'est-ce que ça veut dire, la préférence zodiacale? Ben, ça veut dire que les astérants, comme on a dit là, en première approximation, ils voyageaient à peu près à vitesse constante autour là, de la sphère céleste, donc autour des 12 en traversant les 12 constellations du zodiaque. Mais ce que les Mésopotamiens avaient remarqué, c'est que il n'allait pas tout à fait à vitesse constante. Quand les astéroïdes tournaient comme ça dans les 12 constellations du zodiaque, des fois il allait un peu plus lentement, des fois il allait un petit peu plus rapidement. C'est pour ça qu'on appelle ça la préférence zodiacale. Et un truc pour le retenir, c'est que zodiacal, ça vient du mot zodiaque. Là, ça fait référence aux 12 constellations du zodiaque, là, qui sont les 12 constellations, là, les 12 signes astrologiques que vous connaissez. Et préférence zodiacale, ce que ça veut dire, c'est comme si chaque astre errant avait ses constellations préférées. Okay. Puis quand un ascendant arrivait dans ses constellations, mettons, il tourne à peu près à vitesse constante. Puis quand il arrivait dans ses constellations préférées, là, il ralentissait parce qu'il voulait rester plus longtemps dans ses constellations préférées. Puis après ça, whoop, là, il allait un petit peu plus vite dans les autres constellations. Puis là, whoop, il revenait, là, il ralentissait pour passer plus de temps dans ses constellations préférées. Puis après ça, whoop, il se mettait à aller comme plus vite, il passait plus rapidement dans les autres constellations, puis il revenait dans ses constellations préférées où il passait plus de temps. Okay. Fait que c'est un peu ça. C'est comme si chaque astre errant avait des constellations préférées. Et passait un peu plus de temps dans ses constellations préférées, puis passait un peu moins de temps dans les constellations qu'il aimait moins. Okay. Fait que pourquoi ça faisait ça? Ça, les Mésopotamiens n'avaient aucune idée. Fait que pourquoi les astres n'allaient pas juste à vitesse constante? Pourquoi des fois ils allaient plus vite, des fois ils allaient moins vite? C'est vraiment comme s'il y avait des constellations préférées. Ça a été un grand mystère pendant plusieurs années. Puis les gens, ça a été, aujourd'hui on comprend pourquoi évidemment, on va l'expliquer un peu plus tard, mais les gens à cette époque-là ne comprenaient pas. Okay. Donc ça, c'est les observations que les Mésopotamiens ont fait. Il y a eu ensuite de ça, là, un peu plus tard, les Grecs qui ont fait des observations aussi. Ça, je vais les passer plus rapidement parce que bon, juste en les lisant, vous allez un peu plus, vous allez comprendre assez déjà par vous-même. Puis en plus, on va faire une petite activité, là, une espèce de petit laboratoire là, qui va faire référence à ces concepts-là. Donc vous aurez l'occasion de les revoir là, puis de les tester. Fait que je vais tout de suite aller là aux théories qui concernent vraiment l'orbite des planètes, comme dans le fond, l'organisation des planètes, qu'est-ce qui était au centre, qu'est-ce qui tournait autour de quoi. Il y a eu deux grands modèles qui sont apparus là, dans l'histoire. Le premier modèle qui est apparu chronologiquement, là, le premier, c'est le modèle de Ptolémée. Le modèle de Ptolémée, c'est un modèle qu'on appelle un modèle géocentrique. Qu'est-ce que ça signifie géocentrique? Ben géo, ça fait référence à la Terre. Quand on parle, mettons, là, de la géographie, c'est bon, c'est les configurations de la planète Terre. Donc géocentrique, ça veut dire que la planète Terre était au centre, en opposition à un autre modèle qui est arrivé un peu quelques années plus tard, qui s'appelle le modèle de Copernic, okay, et qui est le modèle héliocentrique. Donc héliocentrique, qu'est-ce que ça veut dire? Hélio, ça vient du mot Hélios. Hélios, c'était le nom d'un des dieux. Non, c'est un peu c'était les Grecs ou les Romains, je pense que c'était le dieu grec là, du soleil. Donc Hélios au centre, donc le soleil au centre. Okay. Évidemment, on sait nous aujourd'hui là que le vrai modèle, la réalité, c'est celui-là. Ici, c'est le modèle de Copernic. On sait aujourd'hui que le Soleil est au centre du système solaire et que, par exemple, la Terre tourne autour du Soleil et que toutes les planètes tournent autour du Soleil. Mais ça n'a pas été toujours connu comme ça. Donc les gens au début ne le savaient pas. Et une des premières théories qui est apparue, c'est le fait que c'était la Terre qui était au centre et que les planètes tournaient, que les autres astéroïdes et même le Soleil, hein, ça c'était bizarre, le Soleil tournait autour de la planète Terre. Okay. Donc c'est ça, fait que c'est le fun, comme ça, des fois, dans le cours d'astrophysique, de pas tout le temps juste dire, bon, ok, aujourd'hui, on sait que la science dit ça, c'est ça la réalité, c'est ça la vraie réponse. C'est le fun de voir qu'on n'a pas tout toujours connu, là, comme ça, depuis le début, là, ça vraiment, les idées ont évolué, puis il y a eu des modèles, puis là, les observations, on dit que, ah ouais, peut-être finalement tel modèle est pas bon, puis on l'a remplacé tranquillement par d'autres, puis tu sais, c'est normal, là, ça prend du temps à faire évoluer les idées, puis ça prend du temps pour améliorer les modèles, avant d'en arriver à un modèle qui est bon, puis qui marche bien, puis qui permet de faire des bonnes prédictions, et ainsi de suite. Mais bon, ce que je voulais vous montrer, c'est que, évidemment, ces deux personnes-là, là, Ptolémée et Copernic, c'était des scientifiques, là, c'était des gens qui étaient sérieux, puis qui essayaient vraiment là,
de comprendre, puis d'expliquer, puis même éventuellement d'être capable de faire des calculs avec leur modèle pour être capable de prévoir la position des astres errants dans le ciel dans plusieurs années, dans le futur, des choses comme ça. Et, fait que tu sais, c'était des théories scientifiques. Hein. Puis comme n'importe quelle théorie scientifique, quand on invente ou quand on met sur pied une théorie scientifique, bien évidemment, notre théorie scientifique, c'est sûr qu'elle doit rendre compte des observations. Elle doit comme correspondre avec les observations qu'on observe. Et elle doit aussi proposer des explications pour des trucs qui sont pas encore compris. Si on fait une théorie, bien sûr que notre théorie, on va essayer qu'elle soit capable d'expliquer tous les phénomènes qu'on observe, même ceux qui sont étranges ou bizarres. Fait que c'est un peu ça que je veux vous montrer, c'est que je veux vous montrer comment, dans le modèle de Ptolémée, comment Ptolémée, en fait, expliquait les rétrogrades et comment Ptolémée expliquait les préférences zodiacales. Et dans la seconde vidéo, là, le S03b, on va voir comment Copernic s'y est pris lui aussi pour expliquer ça. Okay. Donc le modèle de Ptolémée, c'est lui qu'on va voir maintenant. Donc c'est comme je dis, c'est le premier modèle qui est apparu entre les deux. C'est Ptolémée qui est apparu en premier, puis ensuite, plus tard, il y a eu Copernic. Donc dans le modèle de Ptolémée, comment ça fonctionnait? Je vais vous montrer une petite animation, vous allez comprendre un peu mieux. Ça ici. C'est ça. Donc, dans le modèle de Ptolémée, il y avait deux sortes de cercles. Okay? Il y avait la Terre qui était au centre du système. Okay? Et ensuite de ça, il y avait les astres errants. Et c'était une superposition de deux cercles parfaits. Donc, il y avait un petit cercle qui s'appelait l'épicycle. Et ce petit cercle-là, l'épicycle, tournait lui-même sur un cercle plus gros qui s'appelait le déférent. Et l'astre errant, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il tournait sur son épicycle. Okay? Fait que quand on combine tout ça ensemble, ça donne ça. Fait que vous avez l'astre errant qui tourne sur son épicycle. Okay? Et l'épicycle lui-même est en train de tourner sur un cercle plus gros qui s'appelle le déférent. Le déférent, lui, tourne autour de la planète Terre. Okay. Donc, qu'est-ce que ça donne, le mouvement global? Ben, c'est ça. Fait que vous voyez un petit peu ici qu'est-ce qui arrive. Okay. Donc, ça dessine là, les espèces de lignes, la trajectoire, les petits points orange que vous voyez là. Okay. Donc, c'est sûr que nous, on regarde ça aujourd'hui puis on se dit, ah, c'est dommage bizarre ça. Les gens pensaient-tu vraiment que les astres errants se déplaçaient comme ça dans le ciel? Ben, la réponse c'est oui. Okay. C'est qu'il n'y avait pas de meilleur modèle. Fait que pour eux, ça, c'était plus ou moins logique, okay, semble-t-il. Mais c'est ça. Okay? Puis qu'est-ce qui est en tout cas, on peut être d'accord ou non avec ce modèle-là, puis on peut se poser la question, hein, les gens croient-tu vraiment à ça? En tout cas, peu importe. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce modèle-là, malgré tout, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que ça permettait d'expliquer quand même assez bien, puis de manière quand même assez convaincante, les rétrogrades. Parce que ce que Ptolémée il disait, ben oui, regardez, c'est ça, fait que la planète tourne sur son épicycle, l'épicycle tourne autour du déférent. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est quand la planète arrive, par exemple, ici, là, quand elle arrive là, puis qu'elle retourne comme ça, tu sais, dans le fond, quand elle arrive ici, ici, ici ou ici, là, nous, si on est sur la planète Terre, puis qu'on observe la planète dans le ciel, ben là, on va avoir l'impression, là, qu'elle va justement, là, revenir un peu sur ses pas. T'sais, on la verra pas tourner tout le temps dans le même sens, parce qu'une fois, on va la voir ralentir, arrêter, revenir un petit peu sur ses pas, puis là, whoop, reprendre sa trajectoire normale. Okay? Donc, la théorie de Ptolémée expliquait parfaitement bien, donnait une explication, expliquait bien, okay, tout simplement, ça expliquait bien les rétrogrades. Okay. Là où ça expliquait un peu moins bien les choses, c'est pour le deuxième phénomène. Ok, je vais juste montrer ça avant. Pour le deuxième phénomène, la préférence zodiacale. Okay. Pour la préférence zodiacale, ça c'était pas convaincant l'explication que Ptolémée avait donnée, c'est qu'il avait dit peut-être que les planètes tournent autour de la Terre, mais peut-être que la Terre est pas vraiment située au centre des orbites, peut-être qu'elle est un petit peu décentrée. Là, il avait fait intervenir un autre point qui s'appelait l'équant, mais en tout cas, c'était un peu bizarre. Là. Il a comme tenté une explication qui était pas tout à fait convaincante. Okay. Fait que ça, il a réussi à bien expliquer la rétrograde, mais pas la préférence zodiacale. Okay. Ce que j'avais oublié de vous montrer, c'est que ici, là, je vous ai montré le modèle pour une seule planète. Ben, un seul astre errant.
Okay. Mais évidemment, si on met tout ça ensemble, si on met la Terre au centre, puis là, tous les astéroïdes qui ont chacun leur épicycle, puis chacun leur déférent, qui n'étaient pas des cercles tous pareils, là, chaque planète, là, chaque astéroïde avait son propre épicycle, qui avait un certain rayon. Fait qu'il y en a qui avaient des plus petits épicycles, d'autres avaient des épicycles plus grands, et chaque planète avait son propre déférent, qui était des fois plus grand, des fois plus petit. Et c'est ça. Fait que quand on met tout ça ensemble, là, ça ressemble à ça. Fait que ça faisait quelque chose qui était quand même assez chaotique, ok? Mais ça, nous on regarde ça aujourd'hui puis on se trouve que ça a l'air vraiment bizarre puis on se dit les gens ne pouvaient pas croire que les planètes se déplaçaient comme ça. Ben oui, c'est parce que c'était le seul modèle qui existait. Puis même si ça a l'air un peu fou comme modèle, là, faut pas oublier que quand même c'était un modèle qui était relativement précis. Ça permettait quand même de faire des prédictions avec une incertitude de plus ou moins 5 degrés. Donc, en se basant sur le modèle de Ptolémée, les gens pouvaient faire des calculs. Ils pouvaient dire, par exemple, là, OK, ben, on va calculer la position de la planète Mars dans le ciel dans, je sais pas, mettons, dans 15 ans. Fait que les gens faisaient des calculs. Puis ils disaient, en utilisant le modèle de Ptolémée, on calcule que dans exactement 15 ans, la planète Mars va se trouver à tel endroit dans le ciel, dans telle constellation. Tu sais, comme on fait une prédiction. Puis dans 15 ans, on va regarder si la planète Mars se trouve bel et bien à cet endroit-là. Puis là, on va voir si on avait raison. Puis mettons, dans 15 ans, les gens regardaient. Puis la planète Mars se trouvait exactement à l'endroit où ils avaient calculé. Mais je dis exactement, mais c'est à plus ou moins 5 degrés. Okay. Mais s'il dit, OK, Mars va se trouver exactement dans telle constellation à la position, mettons, 100 degrés, ben, peut-être qu'il était à 97 degrés ou à 103 degrés, mais tu sais, c'était précis à plus ou moins 5 degrés. Fait que c'était quand même relativement précis. Okay. Fait que tu sais, je veux dire, oui, des fois, on peut avoir une théorie sous les yeux. On peut peut-être la trouver un peu bizarre ou un peu peut-être loufoque, mais si la théorie que vous avez premièrement, si elle reproduit bien les observations qu'on observe, puis qu'en vous servant de cette théorie-là, vous êtes capable de faire des calculs puis de prévoir des choses qui se réalisent avec un niveau de précision acceptable, ben on va dire, ben coudonc, la théorie est peut-être bizarre, mais elle a l'air de fonctionner, fait coudonc, ça doit être vrai. Okay? Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Okay? C'est ça. Par contre, il y avait quand même des choses un peu bizarres dans le modèle de Ptolémée. Okay? Il y avait comme des petits, pas des indices, ou en tout cas, il y avait comme des petits trucs un peu louches, un peu bizarres. Et, tu sais, aujourd'hui, quand on regarde ça comme il faut, là, en fait, quelqu'un qui aurait été vraiment, vraiment, vraiment intelligent, puis vraiment, vraiment, vraiment perspicace, là, aurait pu regarder les petites anomalies que je vais discuter dans quelques instants, puis se dire, ouais, ok, tu sais, comme c'était comme des indices là, qui avaient de l'air de pointer vers le fait que finalement là, c'est pas la Terre qui est au centre du système, c'est vraiment le Soleil qui est au centre du système, puis les objets tournent autour du Soleil. Okay? Mais en tout cas, je vais quand même vous dire les points un peu bizarres. Un des points bizarres, c'est que ben, premièrement, Mercure et Vénus n'étaient jamais vus en quadrature ni en opposition, ça on l'a dit tout à l'heure. Okay? Puis dans le modèle de Ptolémée, comme ça, vous voyez là, toutes les lignes, ça, ce sont les déférents. Okay? Mais ce qui arrivait, c'est que la Terre était immobile au centre. Le Soleil, lui, tournait sur son déférent. Ah oui, le Soleil n'avait pas d'épicycle. Pourquoi le Soleil n'avait pas d'épicycle? C'est un peu bizarre. Quand même, tous les autres astéroïdes avaient un épicycle, mais pas le Soleil. Puis pas la Lune non plus. Ok. Fait que pourquoi ces deux-là n'en avaient pas? Un peu bizarre. Ben la Lune, on le sait, c'est parce qu'elle tourne autour de la Terre, mais le Soleil, pourquoi on n'en avait pas? C'est parce qu'en fait, c'est ça. Le Soleil, c'est lui qui est immobile au centre. Fait que c'est pour ça qu'il est un peu différent des autres. Il n'y avait pas d'épicycle. Mais bon, ça, Ptolémée ne le savait pas encore. Mais ce qui était weird, c'est que dans son modèle, il fallait tout le temps que le centre des épicycles de Mercure et Vénus se trouve toujours directement le long d'une ligne droite là, qui reliait la Terre et le Soleil. Fait que tout ça tournait, c'était pas fixe. Fait que le Soleil tournait, mais au fur et à mesure qu'il tournait, il fallait toujours que le centre des épicycles de Mercure et de Vénus soit sur la ligne qui rejoint directement la Terre et le Soleil. Fait que tu sais, il y avait comme un comportement un peu bizarre. Les autres planètes n'étaient pas vraiment liées là, à la ligne Terre-Soleil, mais les deux épicycles ici, Mercure et Vénus, l'étaient. Okay. Aujourd'hui, on comprend pourquoi. C'est parce que justement, Mercure et Vénus sont en orbite plus proche du Soleil que nous. Donc, nécessairement, ils peuvent jamais trop s'éloigner du Soleil. C'est pour ça qu'il y avait un angle d'élongation maximale. Mais bon. Fait que, tu sais, déjà, il y avait quelque chose de bizarre là-dedans. Et ça, c'était une chose. Ça, c'est ce que je viens de dire. L'autre chose qui est un petit peu bizarre, c'est que
Mars, Jupiter et Saturne tournaient autour de leur épicycle. Leur épicycle tournait là, sur les différents, mais ce qui arrivait, c'est que la position de la planète sur son épicycle, okay, c'était toujours comme de manière à ce que la ligne là, qui part du centre de l'épicycle jusqu'à la planète soit toujours parallèle à la ligne qui entre la Terre et le Soleil. Donc par exemple, ici la ligne Terre-Soleil là, pointe à peu près à, je sais pas, là, 45 degrés là, en bas à droite. Ben ça veut dire qu'à cet instant-là, la planète Mars se trouvait aussi à peu près là, à 45 degrés en bas à droite sur son épicycle. Même chose pour Saturne, même chose pour Jupiter. Okay? Fait que pourquoi la position, l'alignement entre la Terre et le Soleil allait comme être relié à l'alignement des autres planètes sur leur épicycle. Ça, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que, bon, c'est ça, comme je disais, quelqu'un qui aurait été vraiment très, très, très intelligent et très, très, très perspicace aurait pu comprendre que ce que ça signifie vraiment, là, c'est que c'est le Soleil qui est au centre du système et la planète Terre tourne autour du Soleil ainsi que les autres planètes. Okay? En fait, pourquoi que les planètes sont toujours situées à des endroits qui correspondent qui sont comme parallèles à cette ligne-là. C'est juste comme une espèce de projection de l'orbite de la Terre autour du Soleil. C'est comme une espèce de projection de cette orbite-là projetée sur les autres planètes. C'est une question de point de vue. Okay? Si la Terre est située à un certain endroit sur son orbite, ben on va toujours voir les autres planètes avec un certain angle, un certain point de vue qui vont toujours être un peu plus décalés sur leur épicycle. C'est tough à comprendre, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que on voit qu'il y avait des trucs bizarres. Okay? C'était comme pas tout à fait, tu sais, ça fonctionnait, mais c'était pas tout à fait clean. Puis, tu sais, il y avait il y avait des trucs un peu louches dans son modèle. Okay? Puis, comme je disais, c'est peut-être un peu ça que Copernic avait remarqué. Copernic avait remarqué que ça marche le modèle de Ptolémée, mais il semble que ce serait donc bien plus simple si c'était le Soleil qui était au centre. Okay? Puis effectivement, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple. Je vais même vous montrer une petite animation de ça. Fait ici, vous avez le modèle de Ptolémée. Fait que vous avez la Terre qui est au centre, modèle géocentrique. Et vous avez là les différents astrérants. Okay? Puis là, tranquillement, leurs épicycles, leurs mouvements autour de la Terre vont se dessiner. Okay? Fait que ça ressemblait à ça, à quelque chose d'un peu chaotique, comme je disais tout à l'heure. Puis bientôt, ce qui va arriver, c'est qu'on va juste faire une espèce de changement de coordonnées. Et c'est vraiment exactement les mêmes données, les mêmes positions en fonction du temps des planètes qu'on a observées, mais juste dans la représentation, c'est qu'on a fait un petit changement de coordonnées, puis on a placé cette fois-ci le Soleil au centre de l'écran, au lieu de placer la planète Terre. Puis vous voyez qu'est-ce que ça donne. Hein? Ça donne quelque chose qui est évidemment beaucoup plus simple. C'est-à-dire que quand on met la planète Terre au centre du système, comme c'est le cas en ce moment, ben c'est ça. On a les épicycles, on a les déférents, ça donne le modèle de Ptolémée. Okay. Mais quand on met le Soleil au centre, qui correspond au modèle de Copernic, qu'on verra dans la prochaine vidéo, ben là, le Soleil est au centre et toutes les planètes tournent autour du Soleil. Donc la Terre tourne autour du Soleil et toutes les autres planètes aussi tournent autour du Soleil. Et ça devient beaucoup plus simple. Okay? Et fait que c'est sûr que, comment je peux dire, nous on regarde ça aujourd'hui, ça nous semble évident. Ça nous dit, ben oui, c'est clair, là. C'est clair que c'était le Soleil qui était au centre, puis les planètes tournaient autour. Vous voyez c'est bien plus beau, c'est bien plus clean. C'est sûr que c'est ça qui se produit dans la nature. C'est pas quelque chose de compliqué, comme on voit au début de l'animation avec le modèle de Ptolémée. Okay? Ben, c'est sûr que pour nous, quand on regarde ça, ça semble évident. Okay? Parce que, bon, ici, on a accès à une belle simulation, tout est beau, on voit les chiffres, là, les trajectoires qui se tracent en temps réel. Puis même si vous regardez comme il faut, là, je vais juste redémarrer du début. Ça, c'est le Soleil. Okay? Puis regardez le petit symbole qui est ici, ça, c'est Mercure. Okay? Puis quand on regarde l'animation, je veux dire, tu sais, comment, là, on le voit que Mercure tourne autour du Soleil. Là, c'est comme évidemment, le Soleil se déplace, mais on voit que Mercure, tu sais, elle suit le Soleil, puis elle tourne autour du Soleil. C'est sûr que pour nous, c'est simple de voir ça, parce que justement, en regardant une belle simulation comme ça sur ordinateur, avec les trajectoires qui se tracent au fur et à mesure, ça nous apparaît très 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 évident. Okay? Mais n'oubliez pas qu'à l'époque de Ptolémée et de Copernic, là, il n'y avait pas accès à des belles simulations comme ça. Pour eux, c'est juste des paquets de chiffres probablement. C'était probablement des espèces de recueils d'angles. C'est sûrement comme des pages et des pages de papier, genre parchemin, manuscrit, là, qui disaient, bon, ok, aujourd'hui, on est, je sais pas, là, on est le 13 mars, puis l'angle entre la Terre, l'angle entre la ligne Terre-Soleil puis Terre-Mercure, c'est 12,4 degrés.
OK, puis là, mettons, le 16 mars, l'angle entre les deux, c'est 12,8 degrés. Puis là, ça continue comme ça, puis là, c'est juste comme des paquets de colonnes de chiffres comme ça. Fait que, tu sais, quand on regarde ça, là, on n'avait pas d'ordinateur pour faire des simulations comme ça. Fait que si on regarde juste un paquet de chiffres comme ça, on va comme perdre le compte, puis on saura pas trop vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. On sera pas capable de faire une espèce de représentation visuelle comme ça. OK? Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que faut pas trop, tu sais, faut pas dire, tu sais, comme, les gens à cette époque-là étaient comme pas intelligents, puis nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus intelligents qu'eux. Ok. C'est pas nécessairement ça qui se passe, c'est qu'en fait, ce qui arrive, c'est que nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la technologie qui est beaucoup plus avancée, beaucoup plus évoluée. Premièrement, on a des télescopes, des satellites, tout ça, fait qu'on est capable, premièrement, de prendre des bien meilleures mesures, donc des mesures qui sont beaucoup plus précises. Mais deuxièmement, c'est que, ayant accès aux ordinateurs, c'est qu'on est capable de, comme ça, visualiser nos données de manière, mettons, graphique ou de manière un peu schématique. Fait que des fois, juste de visualiser les données euh, d'une façon qui est plus imagée, ben ça nous permet de comprendre des choses qu'on pourrait pas vraiment comprendre autrement juste en regardant un paquet de chiffres. Okay? Fait que c'est pas nécessairement qu'on est plus intelligent que nos ancêtres, c'est qu'on a juste des façons plus stratégiques, plus utiles de visualiser nos données. Okay, puis d'interpréter nos données comme ça, et d'avoir des ordinateurs qui sont capables de traiter là, une grande quantité d'informations rapidement, c'est sûr que c'est un outil qui est indispensable, ça nous aide à juste avoir des meilleures idées, peut-être. Okay, juste la façon qu'on... c'est les mêmes données qu'on utilise, mais c'est juste la façon de les regarder, ça nous donne des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues si on n'avait pas vu les données de cette manière-là. Fait que soyez prudents quand même si vous parlez de nos ancêtres, dites pas comme ils étaient pas intelligents, au contraire, ils étaient vraiment très 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 intelligents. Vous allez voir que malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de technologie, ils sont quand même arrivés là, après un certain temps à comprendre plein de choses, même à mesurer là, des distances que ils ont été vraiment très 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 intelligents pour arriver à mesurer comme des distances comme la distance qu'il y avait entre la Terre et le Soleil, comment ils ont fait pour trouver le rayon de la Terre ou plein de choses comme ça. Ils ont tous fait ça avec des petits trucs de base de géométrie, tout basé sur des triangles rectangles, des angles alternes internes, des choses comme ça qu'on verra tranquillement dans les prochains cours. Mais vous allez voir qu'ils étaient là, très 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 intelligents. Ok, fait que faut pas trop faut pas sauter trop vite aux conclusions. Euh, c'est ça. Fait qu'il y a certaines choses qu'ils ont réussi à faire malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de technologie. Okay. Donc voilà, fait que ça va terminer la première partie là, de la section S03. Puis dans la deuxième section là, qui va être la S03B, je vais parler plus du modèle de Copernic là, avec le Soleil qui est au centre. Fait que ça va faire comme la séparation là, entre les deux vidéos. Donc voilà, bonne journée, à la prochaine.